Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour Laurent Merci Neumann. d'avoir accepté l'invitation de BFM TV et d'RMC. Vous êtes député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. On a beaucoup de sujets à voir ensemble ce matin. On va parler d'Europe, d'emploi, d'économie, de relance. Mais d'abord, je voudrais qu'on parle de santé ensemble. Vous avez entendu évidemment Emmanuel Macron hier soir. L'État n'a pas vocation à payer des masques à tout le monde tout le temps. C'est vrai que des masques gratuits pour les plus démunis ou les plus fragiles, ça fait sens. Mais des masques gratuits pour vous, Adrien Quatennens, ou pour moi, franchement, est-ce que c'est utile ? Oui, je le crois. Il y a une question d'égalité républicaine dans cette affaire. Les masques, désormais, sont obligatoires. Le virus continue de circuler, nous n'avons pas de traitement ni de vaccin. Et beaucoup de scientifiques nous expliquent que le port du masque est une solution parmi les gestes barrières pour limiter la circulation du virus. D'ailleurs, petite parenthèse, on appréciera aussi les revirements politiques dans cette situation. Parce que le même ministre de la Santé qui nous explique aujourd'hui que le port du masque est obligatoire était celui qui nous expliquait à la fin du mois de février, lorsque, notons-le, il n'y avait pas de stock de masques, qu'ils étaient inutiles, voire qu'ils étaient, je crois, faussement protecteurs, et qui aujourd'hui nous dit qu'ils sont obligatoires. Peut-être qu'au mois de février, on n'en savait pas autant sur la maladie qu'aujourd'hui. Peut-être aussi que les stocks ont influencé sur les décisions politiques, vous en conviendrez avec moi, Laurent Neumann. En tout cas, aujourd'hui, le masque est obligatoire. Moi, j'encourage au respect de la consigne de port du masque. Mais si le masque est obligatoire, il doit être disponible et gratuit. Et effectivement, l'État doit s'assurer de cette disponibilité, de cette gratuité. Avec la France Insoumise, nous avions déposé à l'Assemblée nationale au mois d'avril une proposition de loi. Qu'est-ce qu'elle disait d'ailleurs, cette proposition ? Une proposition de loi qui disait clairement que compte tenu du contexte sanitaire, le port du masque devait être obligatoire et que donc il devait être gratuit et disponible. Gratuit, c'est-à-dire distribué gratuitement ou remboursé par la Sécurité sociale ? Alors nous étions sur une distribution étatique, donc créer une taxe notamment pour cela. On pourrait très bien imaginer par exemple que le rétablissement réclamé par pétition de l'impôt de solidarité sur la fortune, qui permettrait de récupérer 4 milliards d'euros immédiatement, serve à injecter cet argent dans la planification sanitaire et par exemple dans le fait de rendre le port du masque gratuit. Certains parlent d'un chèque de 50 € par mois. C'est à peu près ce que coûte par personne le masque si on applique la consigne à la lettre. Vous vous êtes amusé à calculer combien ça coûterait au budget de l'État de distribuer des masques gratuitement à tout le monde pendant des mois et des mois ? Non, mais on pourrait le faire et je pense que l'État en est tout à fait capable et que ce serait pas très cher. Et puis si d'ailleurs il y a besoin de récupérer des lignes budgétaires pour pouvoir le faire, je vous dis, on ne manquera pas d'imagination pour cela. Et je pense par exemple que le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune devrait pouvoir y contribuer dans une période exceptionnelle, même si c'est un rétablissement temporaire. Parce que regardez, pour une famille de 4 personnes, compte tenu du fait que les masques sont à usage unique, qu'il faut les changer plusieurs fois dans la journée, on parle de tous les 4 heures. On peut acheter des masques en tissu lavables. Oui, bien sûr, mais pour les masques chirurgicaux, par exemple, qui sont aussi ceux qui ont qui sont souvent le plus disponibles dans la grande distribution ou ailleurs, c'est un budget potentiellement de 228 € par mois pour une famille de 4 personnes. Clairement, ça n'est pas possible. Alors, donc, si on rend les masques, tout le monde. C'est pas possible pour tout le monde, mais donc il y a un principe d'égalité. Et donc, si on rend les masques obligatoires, et je pense que c'est souhaitable qu'il le soit compte tenu de la circulation du virus, l'État doit prendre ses responsabilités et assurer la gratuité. Quand Olivier Véran, le ministre de la Santé, dit hier devant la représentation parlementaire, on va relancer la distribution des masques dans les centres communaux d'action sociale. Et pour les familles les plus démunies, on le fera rembourser par la Sécurité sociale. Ça représente quand même 7, 8, 9 millions de personnes. Au fond, c'est pour eux qu'il faut faire ce geste-là. Mais je le répète, pour vous, avec votre salaire ou moi avec le mien, on peut se payer les masques, non ? La difficulté, Laurent Neumann, c'est qu'il y a une question d'égalité devant ce virus et que dans tous les cas, si on dit c'est une obligation et si l'État oblige le port du masque, l'État doit aussi s'assurer que tout le monde en dispose, donc disponibilité et gratuité. Je crois que c'est une règle de bon sens en réalité. Vous faisiez référence à l'absence de stock de masques au début de l'épidémie. J'ai l'impression que vous continuez à accuser ce gouvernement, l'exécutif au fond, de mal gérer cette crise. C'était le cas au début et j'ai l'impression en vous entendant que vous continuez à être extrêmement critique. Pourquoi ? Après tout, on s'en sort pas si mal. Écoutez, les indicateurs sanitaires montrent que pour l'instant, la circulation du virus s'accélère de nouveau. Mais oui, pendant le déconfinement, nous avons bien vu que les indicateurs étaient plutôt au vert. Une chose est certaine, en tout cas, c'est que le gouvernement, je l'espère, anticipe une seconde vague d'une autre manière qu'il avait organisé le début de la gestion de crise. Parce que nous ne voulons plus revoir, si nous avions à subir une deuxième vague, comme beaucoup de médecins le disent, beaucoup de scientifiques peut-être à l'automne, nous ne voulons plus voir les scènes chaotiques que nous avons vues lors de la première vague de l'épidémie. Je crois que les Français ne supporteraient plus, Laurent Neumann, de voir des soignants en sac poubelle, comme on l'a vu à l'hôpital,
quand il s'est agi du manque de surblouses ou de matériel. Donc il faut maintenant organiser, planifier et prévoir cette éventuelle seconde vague. C'est valable pour les stocks de masques. Et aujourd'hui, si le discours politique a changé, c'est qu'on sait qu'à l'heure où l'on se parle, il y a des surstocks. Mais c'est valable également pour les respirateurs, c'est valable pour les lits à l'hôpital et tout le reste. Parce que Emmanuel Macron nous donne l'impression, dans son interview présidentielle de la semaine dernière sur la gestion de cette crise, que finalement tout lui est tombé dessus. Alors évidemment, le Covid-19 était a priori pas prévisible, mais on a l'impression qu'il n'y a aucune responsabilité politique et que ce ne sont pas des choix politiques qui nous ont mis en situation de plus grande fragilité. Mais évidemment que si. Je cite qu'un seul exemple. Si nous avons perdu 69 000 lits à l'hôpital public en 15 ans, c'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit de décisions politiques qui ont été prises et qui donc, dans le cas du Covid, nous ont mis en situation de plus grande fragilité. Très bonne transition. Ségur de la santé. Olivier Véran a annoncé donc un plan global. Je résume, il y a 8 milliards d'euros. Ça, c'était déjà fait depuis une dizaine de jours pour la rémunération des soignants. 6 milliards d'euros pour transformer, rénover l'hôpital, les EHPAD. 15 000 embauches. Et vous avez parlé de lits. Création de 4 000 lits à la demande dans les hôpitaux en tension dès cet hiver. Est-ce que vous avez l'impression que là, pour le coup, le gouvernement a pris la mesure de l'ampleur du problème qui se posait à l'hôpital? Vous savez, Laurent Neumann, c'est le énième plan santé que nous propose ce gouvernement. Peut-être pas d'une telle ampleur. Oui, mais il a fallu une crise comme le Covid-19 pour qu'il semble réagir. La vérité, c'est que ce qu'il aurait dû faire, ce que le gouvernement devrait faire, c'est donner suite aux revendications du personnel de santé de ce pays, qui d'ailleurs n'a pas attendu la crise du Covid pour établir ses revendications, notamment sur la question salariale. Enfin, dans la 6e puissance économique du monde, vous savez que les infirmières et les infirmiers de ce pays se trouvent en bas du classement de l'OCDE Quasiment sur la les moins bien payés en rémunération. Europe. Oui, et regardez ce que fait le gouvernement. À l'heure où tous les Français ont eu à cœur, en tout cas beaucoup de Françaises et de Français ont eu à cœur tous les soirs à 20h d'applaudir le personnel soignant et de le soutenir face à la crise que nous avions à affronter, eh bien le gouvernement réalise encore une entourloupe sur le dos du personnel de santé sur la question par exemple de la rémunération. Regardez, la rémunération, vous savez quelle était la revendication des syndicats et des collectifs? 300 € par mois. Et ce sera 183. Alors ce sera 183 et au départ, le gouvernement avait dit qu'il revaloriserait dès cet été, dès le mois de juillet. Au total, il ne revalorise pas en juillet, pas en août. La revalorisation n'est pas de 300 €, elle n'est que de 180. Elle commencera au mois de septembre. Et de septembre à février, ce sera seulement la moitié de ce montant qui sera versé au personnel de santé. Faites un petit calcul sur le coin de la table, Laurent Neumann. Rien qu'avec cette opération, le gouvernement récupère sur le dos du personnel de santé, dans une crise sanitaire comme celle que nous connaissons, les 3/5 de la prime Covid qu'il lui avait versée. Là, vous êtes plus royaliste que le roi, parce que les soignants et les organisations syndicales, finalement, ont signé cet accord et semblent relativement satisfaits. Pas les organisations syndicales, pas Une bonne toutes. partie d'entre elles. Pas toutes, Laurent Neumann, et vous le savez. Et le collectif interhospitalier, le collectif interurgence n'est pas en accord avec l'issue de ces conclusions et du Ségur de la santé. Vous savez, vous avez parlé de quelques milliards, ça paraît beaucoup pour ceux qui nous écoutent. 8 milliards sur les rémunérations et 6 milliards pour l'hôpital. Est-ce que vous avez fait les comptes du nombre de milliards qui, depuis le début de ce quinquennat, ont été demandés en économie et en plan d'économie supplémentaire dans le secteur de la santé? C'est énorme. Et faire des économies sur la santé, on sait ce que ça veut dire. Les 4 000 lits qu'on rajoute, vous avez raison, c'est au fond les lits qu'on a supprimés sur 69 000 en 15 ans. Ouais, 69 000 en 15 ans. Et d'où ça vient? Notamment de ces gouvernements successifs, souvent eurobéats, qui ont respecté avec beaucoup de zèle, trop de mon point de vue, les directives de la Commission européenne. Ah oui, la voilà, tiens, la Commission européenne, on va en parler après. La Commission européenne qui, depuis des années, demande aux États membres, dans la fameuse gestion et maîtrise des dépenses publiques, comme le disait ici sur ce plateau Bruno Le Maire en début de semaine, demande de faire des économies sur la santé. Sauf que la santé ne relève pas des prérogatives communautaires. Mais en l'occurrence, la Commission européenne, vérifiez-le, pendant des années, a en quelque part fait des injonctions aux États membres de faire des économies, y compris dans le secteur de la santé. Et donc après, faire des économies, on sait ce que ça veut dire, notamment à l'hôpital, et c'est notamment la raison pour laquelle nous avons perdu autant de lits, autant de fermetures de services publics. Alors, je veux qu'on parle de l'Europe, vous avez raison, 750 milliards de plans de relance européens. Bon, Emmanuel Macron parle d'accord historique, et vous, j'ai regardé, vous dites à la France Insoumise, foutaise, c'est pas un compromis, c'est de la compromission. Pourtant, j'ai regardé attentivement le fait qu'il y ait à la fois des prêts et des subventions, donc une forme d'emprunt communautaire, de solidarité, c'est exactement le contraire de ce qui s'est passé avec la Grèce. Et donc, normalement, vous, à la France Insoumise, vous devriez être satisfait. Vous demandiez ça justement pour ne pas qu'on impose une cure d'austérité terrible à la Grèce. On fait le contraire aujourd'hui. Et visiblement, ça ne vous satisfait pas non plus. Non, Laurent Neumann, désolé de vous décevoir. Gardez le champagne au frigo s'il était mis pour fêter cet accord. En réalité, pas mis au frigo, je vous rassure. En réalité, quand on regarde, il n'y a même pas de mutualisation des dettes dans cette affaire.
Emmanuel Macron claironne sur une victoire et sur la mutualisation des dettes. Il n'y a pas de mutualisation des dettes puisque chaque État... 390 milliards de subventions. Mais attendez, d'abord dire une chose, il n'y a pas de mutualisation de dettes, contrairement à ce qui est raconté, pour la raison que chaque État devra payer sa part en quelque sorte au prorata de sa contribution au budget européen. Et d'ailleurs, attendez, Laurent Neumann, je vais venir dans le détail. Bien sûr, je vais venir dans le détail. Qui seront remboursables en 2058. Oui, mais regardez, en 2058. Une autre manière de vous en convaincre, Laurent Neumann, c'est d'observer plutôt que de simplement regarder ce que nous raconte l'Élysée dans son numéro de remake de Bonne Nuit les Petits hier soir sur TF1. Regardez un peu comment communiquent les ministres des autres pays. Les gouvernements d'extrême droite de la Hongrie et de la Pologne crient victoire parce que rien ne leur est demandé dans cet accord sur le respect de l'état de droit. Le ministre autrichien qui rentre du Conseil européen comme M. Macron crie victoire sur le thème « Nous avons réussi à éviter l'union des dettes ». Précisément, il n'y a pas de mutualisation de la dette. C'est de la politique. Non, mais attendez, ok. Alors maintenant, regardons les chiffres et regardons ce que vous nous expliquez pour que les gens comprennent bien. Thierry Breton, commissaire européen, sur ce plateau, ici même, je crois, et le Parlement européen derrière lui qui s'était prononcé, avait dit... Pour avoir un plan de relance digne de la crise que nous affrontons, il faudrait quelques 2000 milliards de plans de relance. 2000 milliards d'euros, d'accord ? Emmanuel Macron a obtenu, avec Angela Merkel, a présenté un accord bilatéral. Il voulait 500 milliards de subventions. Et il part négocier au Conseil européen avec l'objectif de ces 500 milliards de subventions. D'abord, apprécions le fait que, à l'échelle de la production intérieure de l'Europe, c'est rien du tout. C'est une goutte d'eau. Il faut se l'entendre dire parce qu'on parle de centaines de milliards, ça paraît énorme, mais à l'échelle de ce que produit l'Union européenne, c'est très peu. Vous me répondez sur l'ampleur. En l'occurrence, c'est vrai qu'Emmanuel Macron et Angela Merkel voulaient 500 milliards oui, et mais qu'ils ont alors, obtenu 360. Rapidement. Mais sur le fond, sur le fond, je viens de vous expliquer qu'il n'y avait pas de mutualisation de dette, mais surtout, depuis hier matin, on entend sur tous les plateaux le fait que c'est une victoire pour Emmanuel Macron. Excusez-moi, je vais accélérer un peu, Emmanuel Macron rapidement. Emmanuel Macron est en échec cuisant sur cette affaire. Il ment aux Français, c'est ce que vous êtes en train de dire. Mais attendez, il nous explique qu'il gagne une victoire historique. En réalité, il voulait 500 milliards de subventions. Ces milliards ont fondu comme neige au soleil, il n'en reste que 390. Pas mal quand même. Mais c'est rien à l'échelle de l'Union européenne. Entendez ça. C'est 40 sans compter milliards que pour nous, pour c'est 40 milliards. C'est 40 milliards d'euros pour la France. 40 milliards, ce n'est absolument rien si vous voulez bien considérer. C'est 40% du plan de relance français. Oui, bien sûr. Mais regardez dans le détail, je vous assure que 40 milliards pour ce que la France déjà contribue. La France, elle contribue de manière nette au budget européen pour 9 milliards. Donc compte tenu de ce que nous avons à payer, cela va nous coûter encore plus cher. Emmanuel Macron, dans cette affaire, a tout bradé. Il voulait 500 milliards, il n'y en a pas. Il voulait en finir avec les rabais, vous savez, les fameux rabais aux pays dits frugaux. Eh bien, en quelque sorte, ils ressortent avec 10 milliards par an de rabais de plus. Donc, c'est un échec sur le montant. C'est un échec sur les rabais. Emmanuel Macron disait vouloir préserver le budget de la PAC. Vous savez que le budget européen, le budget courant de l'Union européenne, a servi de variable d'ajustement dans cette affaire. C'est un peu technique, pardon, mais notamment sur la question de la transition écologique dans le milieu agricole. Le deuxième pilier de la PAC. 1,5 milliard de plus pour la France. Le budget de la PAC, le deuxième pilier de la PAC, perd 19 milliards dans cette affaire. C'est une coupe historique. Le budget de la santé, notamment pour faire face à des épisodes comme la crise sanitaire que nous avons connue. Il sert de variable d'ajustement, il a été diminué comme jamais. Le budget de la recherche. Bref, voyez bien en quelque sorte que c'est un accord qui n'est en fait qu'une illusion, qu'une communication, et qui révèle d'ailleurs une chose, Laurent Neumann, disons-le franchement, et je pense que c'est peut-être plus important que de faire des calculs d'apothicaire, c'est que l'Union européenne, l'idéal de l'Union européenne, un espace de coopération entre les peuples, mais ça fait bien longtemps que cet idéal a été sacrifié sur l'autel de la compétition généralisée. Et d'ailleurs, les Françaises et les Français ne s'y trompent pas. En 2005, ils ont voté, je crois, sur la construction de l'Union européenne et de ses traités. Oui, c'était il y a 15 ans, mais voyez-vous, moi, je me sens en quelque sorte, même si je suis arrivé en politique après, en quelque sorte héritier de ce vote de 2005 des Français qui ont dit non au traité européen actuel. Adrien Quatennens, qu'on revienne à la France, en l'occurrence, ça vous a pas échappé que la réforme des retraites avait été repoussée sine die, que l'entrée en vigueur de la réforme de l'assurance chômage est repoussée à janvier au mieux, mais on n'en est pas sûr. Attendez, juste, Laurent Neumann, dire une chose, parce que vous voulez clore le chapitre européen, dire une chose. Si on avait voulu avoir vraiment un jour historique pour l'Europe, ce qu'aurait fallu mettre à l'ordre du jour, et qu'Emmanuel Macron n'a pas fait, c'est la question de l'annulation, en quelque sorte, du classement en dette perpétuelle à taux nul. C'est un peu technique, mais c'est en quelque sorte l'annulation de ces dettes qui sont insoutenables et impayables. Parce que ce qu'on ne dit pas dans cette affaire, c'est qu'il va bien falloir, en quelque sorte, rembourser,
et que dans l'accord qui a été signé, il n'y a rien, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron hier soir, à part une taxe plastique, il n'y a rien concernant de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Absolument rien, tout juste des vœux pieux et des bonnes intentions qui sont affichées. Ça veut dire donc que la Commission européenne va pouvoir imposer aux États membres de nouvelles politiques d'austérité. Combien de lits d'hôpitaux va-t-il encore falloir ça, fermer ? c'est vous qui le dites, pour le moment, c'est pas La inscrit. Commission européenne a un droit de regard. Il n'y a plus de droit de veto, mais vous allez voir ce qui va se passer. Il faudra bien rembourser. Il faudrait annuler ces dettes, elles sont impayables. Sinon, on ne sera pas à la hauteur des futurs défis à affronter. Je voudrais qu'on revienne à ce qui se passe ici en France. La réforme des retraites, vous étiez contre, elle est reportée, sine die. L'assurance chômage aussi, elle n'entrera pas en vigueur avant janvier dans le meilleur des cas. Au fond, vous avez obtenu gain de cause sur les deux sujets qui vous fâchaient. Gain de cause, il ne s'agirait pas de simplement faire un décalage de calendrier, il s'agirait de dire clairement que ces réformes ne se feront pas. Pourquoi vous ne croyez pas le gouvernement quand il dit que ces réformes sont reportées ? Il les reporte, mais je n'ai pas entendu qu'il y renonçait, vous si ? Pour le moment, peut-être plus d'informations que moi. Moi, je suis comme ça. Tant qu'elles ne sont pas appliquées, d'accord, mais moi, je me tiens prêt à mener la même bataille que celle que nous avons menée au Parlement si ça devait revenir. Parce que, y compris dans le contexte économique et social que nous allons connaître et de la vague de chômage qui va s'abattre, qui commence à s'abattre sur le pays, ces deux réformes ne peuvent pas s'appliquer en France. Ni la réforme des retraites qui va viser simplement à faire en sorte que les Françaises et les Français aient à travailler toujours plus longtemps pour obtenir le même niveau de retraite. Ça va aggraver le chômage et le chômage des seniors. C'est important, soyons concrets. Même si le gouvernement sépare cette réforme des retraites en deux, avec d'un côté la réforme systémique, la réforme à points, et de l'autre la question du financement. Mais cette séparation avait déjà été réalisée, souvenez-vous-en, puisque dans la discussion parlementaire, on parlait de la réforme des retraites dites universelles, la retraite par points, et de l'autre côté, on avait la conférence de financement qui devait traiter de la question des déficits. Donc c'est encore une nouvelle fois des artifices de communication de ce gouvernement qui nous fait croire qu'il y a un nouveau chemin, qu'il prend les choses différemment, mais c'est exactement le ressucé de ce que nous avions il y a quelques mois. Donc cette réforme des retraites, comme la réforme de l'assurance chômage, qui en quelque sorte laisse penser qu'il y aurait du chômage volontaire dans ce pays, alors que la question de l'emploi va être fondamentale et que le chômage en France est d'abord et avant tout le fait d'un manque de création d'activités pérennes. Les deux sont liés, vous avez parfaitement raison. Le gouvernement vient de dessiner une prime de 4 000 € à l'embauche pour les jeunes, en CDI, CDD, les jeunes de moins de 25 ans, et puis surtout le retour de ce qu'on appelait naguère les contrats aidés, on appelle ça désormais des contrats d'insertion, 300 000. Au fond, ce sont toutes les méthodes qu'avait utilisées la gauche, et même y compris sous le précédent quinquennat. Vous n'étiez pas loin de prôner ça, ces fameux contrats aidés. Finalement, c'est ce que vous souhaitiez en partie. Il y a incontestablement quelques victoires culturelles de la France insoumise dans le discours de politique générale. J'ai trouvé un sujet où vous pouvez donner gain de cause au gouvernement. Lequel, dites-moi ? Celui-ci, les contrats aidés. Oui, bien sûr, mais il y en a d'autres. Moi, j'en vois d'autres. Par exemple, le fait que Jean Castex nous annonce le retour d'un haut commissariat au plan. Ça fait depuis que la France insoumise est née que nous expliquons que face aux grands défis, notamment la question de la crise climatique, qu'il va bien falloir finir par relever maintenant ce défi, il faut planifier, il faut organiser l'économie. De la même manière, effectivement, sur les contrats aidés ou les fameux 100 milliards. Parce que les 100 milliards d'euros d'investissement de plan de relance, moi je me souviens que quand la France insoumise, pendant l'élection présidentielle, proposait 100 milliards d'investissements dans la planification écologique pour offrir un volant d'entraînement à toute l'économie, on nous riait au nez. Donc après, il s'agit de voir ce que le gouvernement a l'intention de planifier. Pour l'instant, ni vous ni moi ne le savons bien. En tout cas, une chose est sûre, je ne crois pas à la méthode d'Emmanuel Macron sur l'emploi, qui consiste à poursuivre en quelque sorte la même politique, car il l'a dit lui-même, il ne change pas de cap, c'est-à-dire à saupoudrer d'argent public sans contrepartie sociale, sans contrepartie écologique, et à faire en sorte de croire qu'avec des subventions ou avec des exonérations fiscales et sociales, l'emploi va magiquement repartir. Sur l'emploi, d'un mot, Bruno Neumann, je crois qu'il y a deux choses à faire. Pardon, excusez-moi, Laurent Neumann. Deux choses à faire. Il y a d'un côté le fait d'engager notre économie dans la bifurcation écologique. Nous avons présenté la semaine dernière à l'Assemblée un plan de déconfinement économique et de bifurcation écologique que propose la France insoumise. C'est retrouvable sur Internet. Il faut maintenant engager toute notre économie vers ce grand défi et assumer que la solution en matière d'emploi ne sera pas celle d'Emmanuel Macron qui consiste à dire on va travailler et produire davantage. Je crois qu'il faut dire qu'il faut maintenant travailler moins, pour travailler mieux et travailler tous. Voyez-vous, nous n'avons pas renoncé. Moins, c'est quoi? C'est la semaine de 32 heures? Mais c'est-à-dire que le partage du temps de travail, la dernière fois qu'on a vraiment créé de l'emploi... Ça veut dire la semaine de 32 heures? Ça veut dire d'abord le respect des 35 heures, parce qu'aujourd'hui on n'y est pas, en moyenne on a 39 heures dans ce pays. Oui, le respect des 35 heures et si possible d'aller vers les 32. La dernière fois qu'on a vraiment créé de l'emploi net dans ce pays, Laurent Neumann, n'en déplaise à beaucoup, c'est quand on a diminué le temps de travail. Et donc, je ne dis pas que tout passe uniquement par la diminution du temps de travail, mais je le crois, la diminution du temps de travail, d'une part,
Et la planification écologique, la transition agricole, la transition énergétique, ce sont des milliers et des milliers, des millions d'emplois qu'on peut créer. Je voudrais vous poser 2-3 questions d'actualité. D'abord, une très simple. Vous avez vu l'incendie de la cathédrale de Nantes, évidemment. Bruno Le Maire, ici même, disait lundi, l'État prendra à sa charge ce qu'il faut pour rénover cette cathédrale. Est-ce qu'à vos yeux, vous, le républicain, laïc, c'est le rôle de l'État ? Il y a incontestablement une part de patrimoine là-dedans. Ensuite, ce n'est pas à l'État d'assumer l'ensemble des dépenses, mais forcément, l'État doit prendre sa part également. Il y a quelque chose qui dépasse le seul cadre de la pratique religieuse là-dedans. Deuxième question d'actualité, Laurent Geoffrin, le directeur de Libération, qui lance une grande initiative, l'ex-directeur de Libération, qui lance une grande initiative pour réunir la gauche. J'ai l'impression que la France Insoumise a regardé ça avec un peu de mépris, en disant oui, on regarde ça de loin, mais ça devrait vous faire plaisir qu'on essaye de réunifier toute la gauche. On regarde ça avec beaucoup d'intérêt. On a lu le texte de M. Geoffrin. Ça, c'est des mots. J'ai du mal à vous croire. Si vous voulez, c'est toujours très intéressant, mais on ne compte plus maintenant le nombre d'initiatives depuis quelques mois qui visent à rassembler la gauche. D'ailleurs, moi, je m'étonne de voir qu'à chaque fois qu'on a une initiative nouvelle, elle propose de, en quelque sorte, créer un nouveau mouvement pour rassembler. Mais à force d'en créer de nouveaux, il y a une espèce de dispersion qui s'opère. Et puis j'ai bien regardé les commentaires. En fait, vous êtes pour la réunification de la gauche, mais derrière votre panache, à vous. Non, ce qu'il faut, vous savez, nous on est ouvert à tout, mais sur la base d'une discussion concrète, pas sur des déclarations de principe. Le texte est intéressant, mais franchement, il y a peu de choses concrètes. Par exemple, on a beaucoup parlé d'Europe, vous et moi, ce matin. Moi, je ne connais pas bien précisément ce que pense Laurent Geoffrin de la situation européenne à l'heure qu'il est. Alors, on nous a suggéré d'y voir en quelque sorte la patte de François Hollande. Moi, je n'ai pas trouvé François H dans la liste des signataires. Non, mais en quelque sorte, pour être très clair, Laurent Neumann, la France Insoumise, dans ces discussions qui sont tout à fait passionnantes, elle met à disposition un document qui a réuni 7 millions de voix à l'élection présidentielle. Ça s'appelle un programme politique, c'est pas un objet marketing, ça s'appelle l'Avenir en commun. Et c'est un programme que nous avons d'ailleurs remis à jour et remis en circulation et qui, face aux défis que nous avons affrontés, face à la crise que nous connaissons, apporte, je le crois, des réponses utiles au pays. Alors si on veut discuter avec nous, et nous on est très ouverts à ça, pas simplement sur des déclarations de principe, mais sur des propositions concrètes. S'il y a une chose qu'on peut pas retirer à la France Insoumise, qu'on soit d'accord ou pas avec elle, c'est qu'il y a ce travail de fond qui est fait et qui est solide et qui nous permet d'avoir une discussion sur la base de quelque chose de tangible. Merci Adrien Quatennens d'être venu répondre invité. à nos questions. L'information évidemment continue sur BFM TV et sur RMC.